Nous allons encore reprendre l'expérience. Cette fois-ci, il s'agit de la variation du flux, mais nous allons faire varier rapidement le flux. Qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'on approche l'aimant, l'aiguille dévie. Mais si la variation du flux est rapide, c'est-à-dire on approche rapidement l'aimant, la déviation de l'aiguille est grande. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque la déviation est très grande, cela veut dire que le courant induit qui prend naissance ici a une intensité aussi très grande. Donc, nous pouvons dire ici que lorsque la variation du flux provoqué est rapide, donc le courant induit qui prend naissance aussi a une intensité grande. Donc, le courant induit est d'autant plus grand lorsque la variation du flux provoqué est rapide. Et cela veut dire quoi? Lorsque on fait varier rapidement le flux magnétique, ou bien lentement aussi le flux magnétique, il y a une force électromotrice qu'on va noter par E, une force électromotrice d'induction qui apparaît dans ce circuit et qui fait circuler le courant, comme il l'indique ici. Et dans ce cas-là, voici le sens. Donc cette force électromotrice, elle apparaît lorsqu'il y a variation du flux dans le temps, du flux magnétique dans le temps. Mais nous devons mettre un signe négatif. Pourquoi? Parce que tout simplement, le courant induit qui va naître va s'opposer à la cause qui lui donne naissance. Donc le signe négatif là traduit la loi de Lenz. Et cette relation-là, on appelle la relation de Faraday-Lenz. Autrement dit, la force électromotrice d'induction est égale à l'opposé de la dérivée par rapport au temps du flux magnétique inducteur. On peut écrire cette force électromotrice a pour unité le volt, la même unité que la tension. Donc, on peut énoncer cette loi et nous dire quoi? La force électromotrice d'induction est égale à l'opposé par rapport au temps du flux magnétique inducteur. Donc, il se traduit par cette relation. Donc, retenons quoi? Que lorsqu'on fait varier le flux magnétique à travers un circuit, une force électromotrice apparaît dans le circuit. Et cette force électromotrice, c'est elle qui est capable de faire circuler le courant dans le circuit, ce courant induit là. Et elle apparaît lorsqu'on fait varier le flux magnétique dans le temps. Et ce signe négatif traduit la loi de Lenz, parce que le courant induit qui va prendre naissance, il va s'opposer à quoi? Il va s'opposer à la variation du flux magnétique. Et quelle est l'expression de ce courant induit? Du courant induit. L'intensité de ce courant induit. Regardez, nous avons ce circuit. Ça, c'est notre bobine. À supposer que R est la résistance de la bobine. Si R est la résistance de la bobine, c'est-à-dire de l'induit, donc on va considérer R comme étant la résistance de l'induit. Donc l'intensité du courant induit par définition, c'est E sur R.
Et E, c'est moins D de phi sur D de T, ce qui peut nous permettre d'écrire I égale moins 1 sur R fois la dérivée du flux magnétique inducteur par rapport au temps. Voici l'expression de l'intensité du courant induit. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? Je dis bien qu'est-ce que nous remarquons ici? Lorsqu'on provoque la variation du flux, il y a un courant induit qui apparaît. Mais nous devons retenir quoi? Quand on parle de variation, soit il y a augmentation de flux, soit il y a diminution du flux. Le flux magnétique peut augmenter, il y a variation du flux. Le flux magnétique à travers une surface peut diminuer, il y a également variation du flux. Mais si le flux augmente, comme remarque, la première remarque, si le flux augmente, cela veut dire quoi? D de phi sur D de T devient supérieur à 0. Donc, ça devient positif. Et dans ce cas, c'est-à-dire que devient le signe du courant induit parce que R est toujours positif. Donc, si le flux augmente, D de phi sur D de T est positif, donc I devient négatif. Alors, on dit quoi? Le courant circule dans le sens négatif. Circule dans le sens négatif. Encore, et si alors on assiste à la diminution du flux, si le flux magnétique diminue, en ce moment, on aura quoi? D de phi sur D de T devient négatif. Et remarquons quoi? Que lorsque le flux diminue, D de phi sur D de T aussi devient négatif. En multipliant par ceci négatif, cela veut dire quoi? I devient positif. Par conséquent, I supérieur à 0, on dit que le courant circule dans le sens positif. Dans le sens positif. Donc, l'intensité du courant induit dans un circuit, nous pouvons trouver une valeur négative, tout comme une valeur positive. Cela dépend maintenant du sens de circulation choisi du courant. Donc, ici, vous avez déjà la relation de Faraday-Lenz ou de Lenz-Faraday. Vous avez ensuite l'intensité du courant induit et nous devons retenir quoi? Que le courant induit prend naissance lorsqu'on fait varier le flux magnétique à travers un circuit. Lorsque la variation du flux augmente, lorsque il y a variation du flux, c'est-à-dire lorsque le flux augmente, I circule dans le sens négatif. Lorsque le flux diminue, le courant induit est positif, donc on dit qu'il circule dans le sens positif. Donc, toujours dans les remarques, le plus souvent, on se borne. Le plus souvent, on se borne à calculer la valeur absolue de E. Parce que ici, la force électromotrice, elle peut être positive tout comme négative. Lorsque le flux augmente, je dis bien lorsque le flux augmente, la force électromotrice est négative. Lorsque le flux diminue, la force électromotrice a une valeur positive. Donc, c'est pourquoi on se borne le plus souvent à calculer la valeur absolue. Et elle est égale à la valeur absolue de D de phi sur D de T, en valeur absolue. Et l'intensité du courant induit en valeur absolue, c'est la valeur absolue de E sur R. Ça, c'est en ampères. Donc, R est en ohm, E en volts et I en ampères. Mais retenez aussi la force électromotrice moyenne, s'il s'agit de la moyenne,
induite moyenne, au lieu de D de phi sur D de t, on prendra ici la variation dans un intervalle de temps D de t, c'est la variation de D de phi, l'opposé sur la variation de t. Donc ici, on prendra moins delta de phi sur delta de t. Autrement dit, c'est delta de phi, c'est le flux à l'instant final moins le flux à l'instant initial sur d de t, delta de t. Delta de t, c'est t final moins t initial. Et comment déterminer alors la tension induite, c'est-à-dire que la tension aux bornes d'un circuit ouvert. Et lorsque nous avons par exemple un circuit ouvert, voici ces bornes A et B. Tension induite en circuit ouvert. Donc, lorsqu'on fait varier le flux magnétique à travers ce circuit, il y a une tension qui apparaît aux bornes de ce circuit. Mais le courant ne peut pas circuler parce que le circuit n'est pas fermé. Et ici, pourquoi un courant a circulé? Parce que le circuit était fermé ici par l'ampèremètre. Donc, mais à ce niveau, le circuit n'est pas fermé, donc le circuit est ouvert. Donc, nous vous informons, on retient ici que lorsqu'on provoque la variation de flux à travers ce circuit, il y a ce qu'on appelle une force électromotrice qui apparaît au bord de ce circuit. Il y a une force électromotrice qui apparaît, donc la tension au bord de ce circuit, UAB, est la valeur absolue de la force électromotrice induite. Donc, après avoir déterminé la force électromotrice induite, on prend la valeur absolue. Et cette valeur absolue, c'est la valeur absolue de D de phi sur D de t. Elle est égale à la valeur absolue de la variation du flux par rapport au temps, en valeur absolue. Donc, voici la tension induite en circuit ouvert. Et là, le courant ne circule pas parce que le circuit n'est pas fermé. Et maintenant, dans la dernière partie, nous allons déterminer ici la quantité d'électricité induite lorsqu'on fait varier le courant dans un circuit fermé. Et là, le courant, nous devons retenir que dans les conducteurs, le courant électrique, c'est la circulation ordonnée des porteurs de charge. Et qui sont les porteurs de charge dans un conducteur? Ce sont des électrons. Donc, dans les métaux, les conducteurs sont des électrons. Mais dans les solutions, les porteurs de charge sont des cations et des anions. Donc, le double déplacement des cations et des anions, donc c'est ce qui donne le courant électrique dans une solution. Mais nous ne sommes pas avec une solution, nous sommes avec un conducteur. C'est-à-dire quoi? Nous sommes avec lorsqu'on fait varier le courant, c'est-à-dire on fait varier le flux magnétique à travers ce circuit, s'il est fermé, il y a un courant induit qui apparaît. Et lorsque le courant circule, c'est qu'il y a des électrons qui circulent. Et chaque électron transporte une quantité d'électricité. Et comment déterminer la quantité d'électricité induite dans un circuit lorsqu'on fait varier le flux magnétique? Donc, regardez, lorsqu'on fait varier le flux à travers ce circuit, un courant induit apparaît. Et le courant, c'est la circulation ordonnée des porteurs de charge qui sont des électrons. Et chaque électron transporte une quantité d'électricité. Donc, pendant la variation du flux à travers cette surface, quelle est la quantité d'électricité transportée? Et nous allons partir de l'expression de l'intensité du courant induit. D'après ce que nous avons établi en utilisant la loi de la relation de Faraday-Lenz, nous avons trouvé que I est égal à E sur R et est égal à moins 1 sur R
fois d de phi sur d de t. Et d'autre part, il y a la relation qui dit l'intensité à la quantité d'électricité transportée. Autrement dit, c'est d de q sur d de t. Alors, chaque électron transporte une charge. Donc, la variation de la charge transportée dans le temps, c'est ce qui est l'intensité du courant. Donc, vous avez les deux expressions. Donc, cela nous permet d'écrire d de q sur d de t égale à moins 1 sur r fois d de phi sur d de t. À partir de d de t et d de t. Donc, ce qui nous amène à écrire ceci, d de q est égal à moins 1 sur r fois d de phi. Et là, on fait varier le flux entre deux instants t1 et t2, autrement dit dans un intervalle de temps delta de t. Nous pouvons prendre la primitive membre à membre. La primitive, et là r étant une constante, et aussi la primitive. Donc, nous avons fait varier le flux magnétique dans l'intervalle de T1 à T2. Et là, j'écris de T1 à T2. À partir de là, je peux écrire quelle est la primitive de D de Q? C'est Q, plus une constante. Mais ici, l'intégrale est bornée. Quelles sont les bornes? T1 et T2. Et ceci égale à moins 1 sur R. Quelle est la primitive de D de phi? C'est phi. Les bornes T1 et T2. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons la quantité d'électricité à l'instant T2 moins la quantité de la charge transportée à l'instant T1. La charge transportée à l'instant T2, nous allons la noter par Q2. Moins la charge transportée à l'instant T1, c'est Q1, qui est égal à moins 1 sur R, facteur H. Quel est le flux à l'instant T2? On le note par phi2, moins le flux à l'instant T1 qui est phi1, parce qu'on a provoqué la variation du flux magnétique. Et là, Q2 moins Q1, c'est ce qui est delta de Q. Et ceci est égal à moins. Et là, j'ai R, phi2 moins phi1, c'est ce qui est delta de phi. Et dans ce cas, la quantité d'électricité transportée, c'est Q. Q est égal à la valeur absolue de delta de Q. Et ce qui est égal. Et ici, avec la valeur absolue, ceci négatif disparaît. On aura la valeur absolue de delta de phi sur R. Voici l'expression de la quantité d'électricité transportée. Donc, ici, cette quantité d'électricité est en coulombs. Si. Bon. Donc, ici, c'est en coulombs. Qu'est-ce qu'on remarque? Que la quantité d'électricité transportée, elle est indépendante du temps. Elle ne dépend que de quoi? De la variation du flux provoqué. Donc, voici en quelque sorte le cours portant sur l'induction électromagnétique. Et je vous rappelle qu'il y a des applications et le phénomène d'induction électromagnétique trouve ses applications dans de nombreux domaines. Mais dans le programme de terminale, l'alternateur, nous étudierons le transformateur, ensuite le courant de Foucault. Mais ces applications, nous les verrons dans les exercices. Merci.